devenue toute mince, les joues osseuses. Et je me rappelle quand j'allais la voir, c'est elle qui gardait de sa ration pour me donner. Je dis non, 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 non. Et je leur ramenais un peu de soupe, je pouvais amener. Et parfois le pain, du pain, je ramenais. Et c'est ça qui nous tenait en vie. Je suis resté au camp de Gurs. Je suis resté donc jusque environ 1 an et demi, je crois. 1 an et demi, je suis resté. Oui. Maintenant, pour en revenir à ma vie personnelle, donc j'étais avec mon père. Une seconde, Oui, d'accord. on va prendre ça à la troisième bande. Hein. D'accord. On se rappelle de ça. D'accord. Enfin, tu te rappelles où on s'est laissé? Tu étais dans le camp, tu parlais de ton père, non? Oui, non, donc j'étais avec mon père et je disais donc les concerts que je donnais donc m'ont beaucoup aidé. Et je me souviens un jour, je ne sais pas comment, j'ai eu possession d'un journal de Pau, parce que le camp de Gurs n'était pas très loin de Pau, P-A-U, dans les Basses-Pyrénées. Et dans le journal qui s'appelait La Dépêche de Toulouse, je crois, j'ai vu qu'un article dans 1 mois ou 2 mois, il y aura un concours à l'école de musique conservatoire de Pau, de piano, tous les instruments classiques, quoi, piano, violoncelle et violon, piano, violoncelle, oui. Et j'ai eu le culot d'aller voir Kaiser, qui était le chef du camp. D'ailleurs, il a été pendu après la guerre. Il a été pendu, il était... Et j'ai eu le culot parce qu'il avait un fils, un petit garçon, et il était venu chez moi si de temps en temps je pourrais lui apprendre, lui donner des cours de violon. Et je l'ai fait plusieurs fois, mais il n'était pas du tout intéressé, le petit n'en voulait pas. Mais comme il avait sa maison en dehors du camp, j'ai demandé à un des gars, je dis, il me connaissait que je pouvais aller. Alors j'ai été le voir et je lui ai amené le journal qui aura un concours au conservatoire de Pau. Et j'ai dit, puisque j'ai quand même raté mes examens que je devais passer à Bruxelles en 40, au conservatoire de Bruxelles, alors il m'a permis d'aller à Pau passer les examens au conservatoire de Pau avec un garde qui m'accompagnait. Est-ce que tu portais une étoile juive à ce moment-là? Non, non, il n'y avait pas d'étoile, non. Il m'a donné la permission, oui, avant, au bout de 6-7 mois au camp, nos vêtements ne tenaient plus et on ne nous donnait rien là. Alors les couvertures que nous avions, on a changé les couvertures. Ma mère m'a fait de ça un pantalon et m'a fait une veste de la couverture, à mon père aussi. Et je me débrouillais à avoir une couverture pour se coucher. Et beaucoup de gens ont fait ça. Ils vendaient quelque chose, un petit bout d'or ou quelques dollars qu'ils avaient pour acheter des couvertures, parce qu'avec l'argent, on pouvait toujours tout se procurer, je présume. C'est partout la même chose. Et donc, avec un garde, je suis parti à Pau le jour du concours. Et je dois dire, j'ai réussi, j'ai gagné même le premier prix à l'unanimité. Et pourquoi je raconte cette anecdote? Parce que dans le jury, il y avait un monsieur Jean Pétron, que Dieu ait son âme. Il était du jury, c'était un Français de... Il était dans le jury. Et après que j'ai eu mon titre, que j'ai gagné le premier prix,
il est venu chez moi me demander d'où es-tu? Je connais tout le monde, tous les étudiants, tous les élèves. Alors je lui ai dit, je suis au camp de Gurs, je suis. Au camp de Gurs, tu y es? Enfin, et il dit, ne t'en fais pas, quand tu retournes au camp, moi je vais essayer de te sortir de ce camp, il m'a dit. Je dis, oui, mais je ne partirai pas, mes parents sont là. Si toi tu sors d'abord, on verra ce qu'on peut, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour tes parents. Je suis retourné au camp et plusieurs mois plus tard, peut-être 1 ou 2 mois plus tard, j'ai été convoqué devant Kaiser, le fameux, et dit, tu es le premier parmi les, je crois qu'on était entre 17 et 20 000, que tu vas être relâché du camp. Mais tu dépendras toujours du camp. Tu vas faire partie, on appelle ça ça s'appelait le 187e division d'ISEST. ISEST, c'était des travailleurs étrangers. Donc tu seras, on te laisse partir du camp, mais tu fais toujours partie du camp sous ce bataillon de combattants étrangers qui s'appelait le 187e. Et j'ai dit au revoir à mes parents, disant, ne vous en faites pas, je vais tout faire. Il m'a promis tout. Et donc, j'ai été relâché pour aller travailler chez M. Pétron, qui avait un grand magasin de musique à Pau. Et pour moi, alors donc, j'étais donc chez lui et je l'aidais. Il avait un grand atelier en bas du magasin, un atelier immense où il y avait au moins 60-70 pianos qu'il réparait, il m'a appris à ce moment-là à accorder les pianos. Il y avait 2 accordeurs. Et le travail de ce monsieur Jean Pétron, c'était, il louait beaucoup les pianos. Il les louait pour des gens qui faisaient des parties, des anniversaires et tout. Et moi, j'aidais à aller transporter le piano avec 2 personnes ou ramener le piano après que... et les louer pour 2 jours, 3 jours. Et je partais dans les campagnes avec lui et j'habitais chez lui, j'habitais dans l'atelier. Dans l'atelier, il m'avait fait un petit lit de bois et j'étais très très bien et je mangeais avec la famille Pétron. D'ailleurs, après la guerre, j'ai appris que, je l'ai revu naturellement, ce qui viendra plus tard, il était un des chefs de la résistance aussi de Pau. C'était un homme magnifique, il m'aimait beaucoup. Et il a même fait, je me rappelle, il a pu faire sortir 2 petits-enfants du camp de Gurges, 2 petits-enfants juifs qu'il a gardés chez lui. Ils avaient, je crois, 6 et 8 ans. Comment, je ne me souviens pas, mais qui sont, après la guerre, ils sont partis en Israël. Et j'ai eu des rapports avec eux au début, mais je ne me souviens plus le nom, plus rien. Mais pour en revenir, donc, je travaillais chez lui et il me payait même un peu d'argent de poche. Donc, je suis resté chez lui, je crois, 3-4 mois jusqu'en juillet 42. Naturellement, j'essayais de tout faire qu'il essaye de faire pour sortir mes parents. Et le camp de Gurs était donc sous la juridiction de Vichy. Et c'était aussi la préfecture de Pau qui avait aussi la juridiction du camp. Alors, il essayait tout avec le sous-préfet, mais ils étaient connus très antisémites. Ils avaient changé tout le... On avait mis naturellement des gens pro-Vichy, pro-Hitler. Et
ça n'avait pas l'air qu'ils pourront être relâchés, mes parents. Et oui. Et je crois les Allemands sont, j'ai appris les Allemands étaient venus à Gurs, une délégation pour déjà, après nous avons appris pour arranger la déportation des gens de Gurs pour, j'ai appris après pour la Pologne. Le mot Auschwitz, on ne connaissait pas, on ne savait rien absolument. Et au mois de au mois de fin juillet, l'ordre était venu de Gurs que je dois revenir à Gurs. Parce que on préparait donc les déportations. L'ordre était venu donc et Pétron a dit non, tu ne partiras pas. Moi, j'étais prêt pour retourner à Gurs, tu ne partiras pas parce que ça ne sent pas bon. Et il dit, moi, je vais te cacher ici. Alors, quand j'ai eu mon bulletin envoyé que je devais revenir à Gurs un certain jour, je ne suis pas parti. Et naturellement, le lendemain, ils sont venus les gendarmes de la préfecture pour venir me chercher. Mais ils venaient pendant le jour. Ils m'avaient placé chez des Français, une famille française, pendant le jour. Mais les Français, ils avaient peur aussi, ces pauvres gens. Si on m'attrape, alors on les aurait mis en prison ou pire. Donc je suis revenu chez lui et on avait aménagé dans l'atelier, il avait vidé un gros piano, pas un piano à queue, un piano droit, un vieux piano qui était plus large que d'habitude. Il avait tout vidé. Et quand les gendarmes venaient presque tous les jours, ils venaient surtout le soir, la nuit souvent. Alors quand ils venaient, alors ils rentraient, Pétron les faisait rentrer au magasin, il disait on veut voir l'atelier. Alors de son bureau, il dit je dois prendre les clés du bureau pour aller à l'atelier. Alors près du bureau, il avait installé une petite sonnette électrique. Donc moi, j'étais dans mon petit lit, sans rien, je dormais habillé pour qu'on puisse voir qu'il y a une couverture ou quoi. Et il sonnait, et quand la sonnerie, je prenais mon tabouret, je rentrais dans le piano, et je rabattais le couvercle. Et j'entendais, ils entraient, regardaient partout, regardaient, ils repartaient. Quand ils repartaient, je ne sortais pas tant que je n'entendais pas la sonnette. Et je revenais, je me recouchais. Et c'est comme ça, je suis resté caché pas mal de temps. Mais je sentais que la pauvre Madame Pétron, elle avait très très peur. Parce qu'elle avait une fille qui était une petite fille. Elle avait les deux petits garçons juifs qu'elle cachait, qu'eux, on ne venait pas chercher. Mais elle avait très très peur. Alors c'est à ce moment-là que j'ai décidé que je vais m'échapper de Pau. Et donc ça, c'était déjà au mois d'août. Et j'avais appris que du camp, on avait déjà, plus que la moitié, on avait déjà déporté de Pau à Paris, à Drancy. Et j'étais toujours en communication par quelqu'un que mes parents, à la première rafle, on ne les a pas pris parce qu'il y avait une demande à la préfecture de Pau, faite par M. Pétron, de tout faire pour relâcher la famille Kupermin. Et dans la première rafle qu'on a pris au camp de Gurs, on a pris tous les juifs polonais, sauf mes parents. Donc j'avais toujours l'espoir, et je ne voulais pas quitter Pau au cas qu'un miracle. Le miracle n'est pas arrivé. Et je crois fin août, ils ont été déportés oui. Et je dois raconter, au camp de Gurs, j'ai fait la connaissance d'un nommé M. Jacques Efrati,
qui est le frère de ma femme actuelle. Lui, ma femme, comme son frère, était d'origine turque, des juifs séfarades. Et ils avaient toujours le passeport turc. Et en zone libre, les Allemands n'arrêtaient pas les juifs turcs. Tandis qu'en zone occupée, je sais qu'on les prenait, on les déportait comme tout le monde. Et j'ai connu donc le frère à ma femme. Et la veille du départ, quand je suis parti pour aller chez la famille Pétron, il m'a donné l'adresse de... À tes souhaits. Il m'a donné l'adresse de ses parents pour aller les voir, que je serais très bien reçu et tout. Et quand j'ai décidé de m'évader de Pau, parce que il venait tous les jours me chercher pour me ramener au camp de Gurs. J'ai eu peur pour la famille Pétron, j'ai eu peur pour moi aussi. Alors j'ai été voir la famille Ephrati, j'ai été les voir, ils m'ont très bien reçu, mais de nouveau, ils avaient peur aussi, malgré que je suis resté chez eux 3-4 jours, j'ai dormi là-bas, et au bout de 4 jours de moi-même, j'ai dit je vais partir. Il y avait une tante à ma femme qui habitait là-bas, Madame Gerson, Gerson, qui avait un beau-frère qui habitait à Lyon. Et elle m'a conseillé, puisque tu veux, je dis, moi, le seul endroit, je vais essayer de me sauver de partir en Suisse. Pourquoi en Suisse? Pourtant, la frontière espagnole est bien plus prête. Mais les gens, j'ai connu pas mal de gens qui ont essayé de s'échapper par l'Espagne et ils ont été la majorité attrapés et on les mettait à Gurs et de là déportés. Alors je ne sais pas pourquoi, je dis je vais essayer la Suisse. Alors elle m'a conseillé, Madame Gerson, va voir ma belle-sœur qui habite à Lyon. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai dit donc au revoir à la famille Pétron et j'ai laissé mon violon chez les Pétrons. Et quand j'ai quitté le camp de Gurs, j'ai oublié de dire, le peu d'argent que mes parents avaient, je crois qu'il y avait encore 300 ou 400 $, ils m'ont donné. Je n'ai jamais touché cet argent, jamais. Je dis, si un jour... Si un jour ils reviennent, ils auront un peu d'argent. J'ai laissé l'argent chez Pétron. Et les quelques bijoux que mes parents avaient, quelques bagues, montre de mon père en or, une chaîne, enfin le peu, j'ai tout laissé à Pétron et j'ai laissé mon violon. Et c'est là que, par des connaissances de la famille Ephrati, ils m'ont mis en contact avec quelqu'un qui m'a fait une fausse carte d'identité. Donc, parce que mon oncle Cupermine, on sait de suite que Cupermine, c'est juif. Ils m'ont fait, j'ai pu avoir une fausse carte d'identité avec acte de naissance, tout, au nom de Jacques Touchet. Et pour que je n'oublie pas la date, parce que si on me demande, j'ai fait la même date de naissance, mais avec un an, au lieu d'être né en 22, je l'ai fait en 23. Parce que si au dépourvu, quand tu es né, je me rappelle 13 juin 1923. Bon. Et avec ces papiers, je suis parti donc, j'ai pris le train, je suis parti à Lyon. Et à Lyon, j'ai été voir ces gens, madame Gerson, des gens très gentils, mais ce qui est normal, ils avaient peur aussi. Je n'ai pas pu rester chez eux. Mais ils m'ont conseillé, il y avait toujours une alliance israélite qui travaillait encore. Ce n'était pas encore les grandes déportations, c'était à la veille des grandes déportations de France. Et j'étais là-bas, à l'Alliance, et j'ai demandé qu'est-ce que je peux faire, je voudrais aller en Suisse. Alors ils m'ont dit, le mieux, si tu peux essayer, tu dois aller à Annemasse. Annemasse, c'est une ville française qui est à 2-3 kilomètres de
de l'autre côté, donc c'est la Suisse qui est Genève. Alors les gens, monsieur et madame Pétron, m'ont mis en contact avec un Français qui était il faisait la contrebande entre la Suisse et la France. Il allait tout le temps à Annemasse, et de là il rentrait en France, et je crois qu'il achetait, je ne sais pas quoi, des pièces de radio qu'il ramenait en France, et il les vendait probablement. Et ils m'ont dit, voilà l'adresse j'ai oublié le nom, je m'excuse, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, Pierre quelque chose. Et ils m'ont donné l'adresse où je peux le rencontrer à Annemasse. Et j'ai de la chance parce que le train que j'ai pris de Lyon, une anecdote assez importante. À Lyon, j'habitais dans un tout petit hôtel que je pouvais me permettre, qui coûtait très très peu. Et un après-midi, en me rendant à l'hôtel, la place principale de Lyon, j'ai oublié le nom, comment la place principale, je crois Lyon est la deuxième ou la troisième plus grande ville de France, je crois, a été cernée par la police de Vichy et toutes les sorties de la place, donc toutes les rues qui donnent sur la place ont été cernées. Et à tout le monde, on demandait les cartes d'identité pour arrêter les Juifs. Il y avait des camions prêts pour les envoyer dans les camps, parce que les grandes déportations avaient déjà commencé. Et toujours en zone libre. En zone libre, toujours. Mais on déportait déjà de là. À Drancy, on déportait tous les Juifs déjà. Et je me rappelle, avec ma fausse carte d'identité, pour sortir de la place, j'ai dû passer les autorités qui m'ont pris et j'ai eu beaucoup de chance, ils m'ont regardé, t'es pas juif? J'ai dit juif, pas du tout, pourquoi? J'ai demandé, et ils m'ont laissé passer. Dans l'hôtel, le petit hôtel où j'étais, je me rappelle, ils sont venus la nuit, vers 3-4 heures du matin, ils sont venus dans l'hôtel pour toutes les chambres, prendre les papiers des gens. Et j'ai de la chance, ils ne m'ont pas ennuyé, toujours avec oui. Et je m'appelle à ce moment-là, mes cheveux étaient très frisés. C'est très typique pour notre race à ce moment-là. Je me rappelle toujours, j'avais un verre d'eau avec un peigne. Dès que j'entendais frapper, je mettais plein d'eau, me les faire plat. J'avais cette peur, enfin. Ça m'a sauvé 2 fois. Quand j'ai pris donc le train pour Annemasse, je suis arrivé à Annemasse, et dans le train aussi, il y a eu des rafles, on prenait les Juifs, et j'ai eu la chance, de nouveau, mes papiers, on m'a pris, qu'est-ce que tu vas faire à Annemasse? Je dis, moi je suis de Lyon, je vais passer le week-end, 2-3 jours, et je reviens, je veux changer d'air. Ils m'ont cru. Arrivé à Annemasse, je devais aller voir ce fameux Pierre qui était à un certain hôtel. Et je vais là, donc, dans l'hôtel, et je demande à le préposé, là, est-ce que M. Pierre tel et tel? Il dit, oh, le pauvre, il vient d'être arrêté. On l'a attrapé, donc, avec la contrebande. Il est en prison et tout. J'étais dans une petite ville, je ne savais pas quoi faire, et je voyais la frontière, donc la frontière qui n'était pas loin, mais il y avait donc déjà des Allemands, malgré que ce n'était pas encore occupé, mais les Allemands gardaient les frontières. Et il y avait plein d'Allemands, impossible. Mais lui, il avait donc, ce Pierre, il avait un chemin commun. Je n'ai pas eu la chance d'avoir. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retourné à Lyon. Je ne savais pas quoi faire. Je suis retourné à cette alliance qui existait toujours. Et là, je suis devant l'alliance, je vois un garçon de mon âge que je connaissais au camp de Gurs, Bondy, son nom, Bondy. Et c'est un Autrichien qui parlait très mal, parlait pas le français. C'était même dangereux de rester avec lui, mais il m'a vu, Jacques, je dis comment? Il s'était échappé d'un des trains, je crois, il a sauté, il est arrivé à Lyon. Et il dit, Jacques, il faut que tu me prennes, parce qu'en allemand, on parlait donc. Alors, à la communauté israélite, je leur demande, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, ta seule chance, tu dois essayer de t'échapper vers la Suisse par Chamonix.
de Chamonix, ce n'est pas la frontière suisse, mais de là, il y a un petit train de montagne qui va jusqu'à Valorcine, qui est un petit village qui, la moitié, tu dois essayer d'atteindre le mont du Buet. Mont, c'est une montagne, le mont du Buet, et si tu arrives à faire ça, tu es en Suisse et là, tu es sauvé. Mais tu dois essayer de ne pas te faire, une fois en Suisse, de te faire arrêter par les douaniers. Les douaniers ont l'ordre de refouler. Tu dois essayer de te faire attraper par les soldats suisses. Pour les soldats suisses, un étranger peut être un espion. Il est considéré, on va le prendre, on va l'interroger, on va le mettre peut-être dans un camp. Donc, alors moi, très, très naïf, je dis, je vais essayer d'aller à Valorcine, je vais arriver là-bas, il y aura le col du Buet, je m'imagine qu'il y aura une pancarte col du Buet qui n'était pas du tout là. Et j'ai amené avec moi ce garçon avec moi, alors avec la seule condition, tu es muet. Tu ne parles pas parce que si tu parles, on sera perdus tous les deux. Et il était heureux et je l'ai pris avec moi. Et on est arrivé à Chamonix. De Chamonix, on a pris un petit train tout petit de montagne qui monte, qui nous a amenés à Valorcine. Et là, nous sommes arrivés à Valorcine. Et en descendant, les seules 2 personnes qui sont descendues, c'est Bondy et moi. Il y avait 2 gendarmes, on dirait, qui nous attendaient. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Le papier, j'ai donné ma fausse carte, M. Touchet. Et mon ami aussi, il avait une fausse carte. Et comment tu t'appelles? Il ne parlait pas, heureusement, parce qu'il était muet officiellement. Et alors j'ai dit, il est muet, je le connais donc de Lyon et tout. Qu'est-ce que tu fais à Lyon? Je dis, moi, je travaille dans un restaurant. Eux m'avaient donné, la communauté juive m'avait donné un papier que je travaille dans tel et tel restaurant comme serveur. Et qu'est-ce que tu viens faire ici? Et ça, c'était le 23 septembre 1942. Et je viens passer, je travaille tellement, je suis venu pour 1-2 jours pour me reposer, puis nous retournons là-bas. Il dit, non, toi tu es juif, il me dit. Je dis, je ne suis pas juif. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, voilà ce qu'on va faire, il dit. Je vous amène tous les deux dans c'était une petite auberge, et notre chef, l'adjudant, est parti ce matin à Lyon parce qu'on a attrapé 2 juifs qui voulaient passer, et il les a amenés là-bas, et c'est lui qui va décider ce qu'on va faire avec vous. Alors, j'ai dit, alors il nous a amenés dans une petite auberge et nous a mis au premier étage, une chambre, et pas fermée, mais eux, les gendarmes, ils étaient en bas, donc ils attendaient, ils passaient la nuit là. Alors, j'ai dit à Bondy, la route, c'est fini maintenant, on va être attrapé. J'ai dit, mais on doit quand même essayer, on est si près si près. Alors, je dis, toi, reste ici, je vais descendre. Je suis descendu chez les gendarmes. J'ai dit, écoutez, est-ce que vous avez des cigarettes à vendre? Je ne fumais pas, mais j'espérais qu'ils disent non. Il dit non. Alors, je dis, il y a une épicerie, peut-être pas loin d'ici, je peux aller. Il dit, alors, j'avais une petite mallette, un petit, soi-disant, pyjama pour montrer que je laisse tout ici. Et il m'a regardé, il dit, si tu n'es pas de retour dans 10 minutes, on vient te chercher et tu ne peux pas t'échapper d'ici. Je dis, non. Pourquoi j'ai voulu sortir, je ne sais pas. Je suis sorti de là et j'ai marché 10-15 minutes, et il y a un paysan qui marchait avec 2 vaches, un paysan français. Et j'ai dit, je n'ai rien à perdre. J'ai été chez ce paysan, j'ai dit, écoutez, je suis juif. Je viens d'être arrêté par les gendarmes avec un ami qui est je l'ai laissé là. Et on m'avait dit le col du Buet
Mais cette petite ville de Valercé est entourée de montagnes énormes. C'était la chaîne connectée du Mont Blanc. Tout. Alors, il m'a dit, écoute, si tu arrives à sortir d'où tu es, et me montre, tu vois cette cabane qui était très très loin, je dirais au moins